Ok. Donc, en effet, donc Jean-Charles Vanier, Solution Architect à NVIDIA. Ce soir, je vais vous parler de deux solutions que l'on met à disposition des chercheurs, des développeurs, pour le machine learning, le deep learning principalement. La première, c'est NGC, NVIDIA GPU Cloud. Et la seconde, Rapids. Donc Rapids, ça va être une stack software accélérée pour tout ce qui est machine learning. Voilà. Donc, je vais commencer par NGC, donc NVIDIA GPU Cloud. Donc, l'idée, c'est de s'adresser à tous les domaines de la science pour le deep learning et le machine learning maintenant, mais également le HPC, donc accélérer tous ces travaux grâce au GPU avec NVIDIA. Une des choses qu'il y a, c'est que surtout quand on est dans la data science, c'est qu'il y a différents rôles qui sont inclus. Donc il y a le data scientist, le chercheur, qui a ses problématiques et qui fait ses recherches avec le matériel qu'il peut avoir. Dans l'idéal, le matériel qui va accélérer ses travaux, sur lequel il va être le plus rapide. Il y a des développeurs qui vont après utiliser ces algos pour les industrialiser, par exemple. Les DevOps qui vont permettre l'exécution de tous ces travaux en parallèle sur différents systèmes, et les administrateurs qui vont gérer tout ça. Le souci, c'est qu'il faut pas mal d'expertise à différents endroits. Installer toutes les stacks logicielles, c'est pas toujours évident. Je pense que ceux qui font du deep learning se rendent bien compte que installer donc, les frameworks, même si ça s'est facilité dans le temps, c'est pas toujours trivial. Il y a des fois des petites subtilités d'une version à l'autre qui font qu'on peut perdre du temps. On peut perdre de la compatibilité, on peut perdre pas mal de choses. Des optimisations qui ne sont pas forcément disponibles d'une version à l'autre, ce qui réduit du coup la productivité et a des coûts de maintenance dans le temps. Donc l'idée vraiment de NGC, c'est de simplifier tout ça en permettant d'avoir via des containers, Docker, exécutable sur Singularity notamment, et d'aider du coup au déploiement des travaux et que les utilisateurs puissent bénéficier des dernières optimisations proposées par NVIDIA, parce que ça c'est assez important, c'est que par rapport à ce qui est disponible souvent dans les différents frameworks, NVIDIA pousse pas mal d'optimisations que l'on envoie également à Google, à Facebook, à Amazon, etc. Mais il y a toute une chaîne d'approbation, de tests de leur côté, qui fait que ça met plus ou moins de temps à arriver pour les développeurs, à être disponible. Du coup, NGC permet de réduire ce cycle. Parce que nous, on les a testés, on les utilise chez nous, donc on estime que nos clients peuvent les utiliser et en bénéficier le plus rapidement possible. Disons qu'il y a des sociétés qui incluent ça plus rapidement que d'autres. Voilà. Donc nous, on estime que vous pouvez bénéficier de ces meilleures performances le plus rapidement possible. Au départ, on n'avait que des containers pour le deep learning, c'est-à-dire TensorFlow, PyTorch, Theano, MXNet, etc. Mais maintenant, on a augmenté l'offre avec des containers et également des modèles déjà pré-entraînés, des modèles déjà développés, des scripts pour aider à l'intégration de tous ces modèles et pour vous à les réentraîner sur un jeu de données spécifique à votre problème. Donc par exemple, il y a des modèles comme BERT. Je ne sais pas si vous êtes familier avec BERT, je pense que certains en ont entendu parler, sur le NLP. Donc entraîner BERT, ça prend énormément de temps, énormément de ressources. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on les entraîne et on les met à disposition régulièrement. On essaye d'améliorer, de les entraîner sur différents types de données. Et du coup, vous, après, vous avez déjà un modèle pré-entraîné et vous pouvez le rentraîner, par exemple, sur un domaine spécifique, si vous êtes dans le médical, sur de la donnée médicale, sur du langage médical, etc. Donc vous n'avez pas à réentraîner BERT complètement. Et également des solutions, je vais un peu moins en parler, mais carrément à plus haut niveau. Si vous faites de l'IVA, donc l'Intelligence Video Analytics, on a tout un SDK qui est dédié à ça pour le Smart City, qui s'appelle DeepStream notamment. On a également toute une solution sur le medical imaging, pour Clara, ça s'appelle. Donc pour tout ce qui est données d'image,
avec des algorithmes spécifiques pour le médical. Donc NGC, comme je disais, c'est des containers, c'est des modèles préentraînés, des scripts pour réentraîner tous ces modèles, des charts Helm que je ne vais pas forcément détailler mais qui sont disponibles également, et donc les workflows d'industrie plus spécifiques pour certaines industries comme le Smart City et le médical. Tout ça dans l'idée c'est vraiment, comme je disais encore, d'aller plus vite pour vous et de vous proposer une stack optimisée, des modèles déjà entraînés, et que vous pouvez vous concentrer sur votre science et pas perdre du temps à attendre des entraînements qui sont des fois coûteux et en temps et même des fois en argent principalement. Donc au niveau des containers, donc je pense que tout le monde est familier avec Docker. Donc nous on propose principalement des containers au format Docker, donc des images. Donc c'est en fait, NGC est un container registry en ligne. C'est pas une plateforme de cloud d'exécution. Donc c'est-à-dire que nous, on ne va pas vous demander d'envoyer des données, on ne va pas vous demander d'envoyer des algos, mais simplement vous allez faire un Docker pool, typiquement, et vous allez récupérer votre container donc pour PyTorch, pour TensorFlow, pour celui qui vous intéresse. Et donc après, vous n'avez plus qu'à faire votre Docker run, et puis vous êtes dans un environnement optimisé pour le GPU, avec le framework que vous désirez. D'ailleurs, une question que je n'ai pas posée, est-ce que, du coup, qui utilise des GPU dans ces travaux ici? Levez la main. D'accord, donc il y a quelques personnes. Ok. Donc les autres, j'imagine que vous êtes plutôt sur du CPU principalement pour vos entraînements. Ok. Est-ce que quelqu'un était familier avec NGC avant cette présentation? Une personne, d'accord. Deux, ok, Erwan. Très bien, donc c'est vraiment, donc pour tout ce qui est, pour vraiment avoir un environnement optimisé, ça sera la clé de voûte. Nous, c'est vraiment ça qu'on utilise tous les jours. Moi, quand je vais travailler avec des clients sur des algos de deep learning, de machine learning, c'est vraiment à partir de là que je vais récupérer un environnement directement optimisé pour le GPU. Donc, je gagne vraiment du temps. J'ai pas besoin de me poser la question si le framework est installé correctement et comment, et si il a la bonne version de CUDA derrière, la bonne version de cuDNN, la bonne version de toutes les librairies éventuelles derrière. C'est vraiment très simple à récupérer, juste on se connecte au container registry, on fait un Docker pool, Docker run et on a notre environnement optimisé. Et c'est portable du coup, parce que si vous l'avez sur votre machine et que ça fonctionne, vous passez sur une autre machine qui a Docker avec un GPU et ça fonctionnera exactement pareil. Docker pool, Docker run et vous y êtes. Il y a différents types de containers, donc il y en a pour le deep learning comme je disais, TensorFlow, PyTorch, MXNet, Chainer, peu importe, en gros on les a à peu près tous de disponibles. Du machine learning, donc comme j'ai parlé tout à l'heure, Rapids. Également d'autres outils tierces type H2O, OmniSci. Donc, je ne sais pas si ce sont des outils que vous utilisez, mais on les a également sous forme de container. MATLAB, on a un container. MATLAB va nécessiter que vous ayez une licence, bien sûr, parce qu'on ne peut pas fournir une licence à tous les utilisateurs. Mais on l'a mis sous forme de container. Pareil avec toute la partie, si vous faites du deep learning sous MATLAB ou du machine learning sous MATLAB, la partie MATLAB va être accélérée avec GPU si vous utilisez les bonnes librairies MATLAB. Des modèles d'inférence également, donc ça c'est plus pour la partie production. Si vous faites du HPC, il y a également quelques applications HPC disponibles. De la génomique, comme je disais, ça c'est plus pour la partie industrie, dans le medical imaging ou dans la génomique, c'est des applications spécifiques, dont Parabricks, et des choses de visualisation 3D pour généralement l'environnement HPC avec ParaView, par exemple. Bon, du coup, une autre question, qui utilise les containers ici, type par exemple Docker? Ouais, donc il y a pas mal de monde à utiliser les containers. Donc, bon, du coup, vous connaissez quand même bien les avantages des containers. Ce qu'elle va apporter, comme je disais, les containers NGC, c'est vraiment toute la partie optimisation. Également, si vous faites du multi-GPU, donc pour de la scalabilité, parce que donc, un GPU c'est bien, mais c'est vrai que quand ça prend encore quelques heures à entraîner,
on va avoir envie potentiellement d'utiliser plus de GPU ou plus de systèmes ou plus de serveurs pour paralléliser ces entraînements. Donc par exemple sur TensorFlow, dans le container TensorFlow, on a ajouté dans le container la librairie Horovod. Donc pour ceux qui sont familiers ou pas familiers avec, Horovod, ça vient de chez Uber et ça permet de paralléliser les entraînements sur TensorFlow de manière assez simple et la scalabilité est quasi linéaire. Donc c'est-à-dire qu'ils font toute la partie descente de gradient, etc. en parallèle, mais il y a un gain vraiment de performance, c'est que plus on ajoute par exemple, plus on ajoute de GPU, plus ça va aller vite. Et comme je disais, donc ça tourne partout, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un GPU Docker installé sur la machine et donc le driver du GPU, vous pouvez utiliser le container. Donc, comme je disais, dans les containers, typiquement dans les containers de deep learning, on a optimisé tout le container pour vous ayez les meilleures performances. Donc on inclut des librairies de chez nous, par exemple DALI, qui permet d'améliorer le processing, le pipeline de traitement des images en entrée du réseau de neurones et en entrée de son apprentissage, pour faire par exemple toutes les opérations de décodage, de scaling, de cropping des images, qui sont à la base faits sur le CPU, si on n'y fait pas attention. Mais quand on y pense, un GPU, c'est quand même fait pour traiter de l'image. Donc manipuler de la donnée image, c'est ce qu'un GPU sait faire. Donc on a créé DALI pour justement permettre l'export de tout ce pipeline sur le GPU et le pré-traitement de ces données, de ces images, sur le GPU. Si vous êtes familier avec les GPU également, vous avez dû entendre depuis à peu près 3 ans, on a une nouvelle unité de calcul sur les GPU qui s'appelle les Tensor Core, qui permet d'accélérer de manière assez forte les traitements sur le GPU, les entraînements sur le GPU. Si on fait de l'entraînement en mix précision, donc c'est-à-dire qu'un Tensor Core va faire des multiplications de matrices en FP16 avec des accumulations en 32 bits. Traditionnellement, quand on fait du deep learning, en tout cas sur la partie apprentissage, on reste en 32 bits parce qu'on veut avoir un maximum d'informations, un maximum de précision dans l'entraînement pour ne pas perdre d'informations et pour que le réseau de neurones garde une information la plus précise possible pendant les phases d'entraînement, parce qu'on va passer des dizaines et des dizaines de fois sur les mêmes données. Le problème, c'est que ça coûte en temps, ça coûte en ressources. Donc les Tensor Core, on les a ajoutés au GPU de la génération Volta, donc il y a 3 ans à peu près, pour réduire ces temps d'entraînement et accélérer le temps à la réponse, en fait, le temps à un réseau bien entraîné. Le trade-off, c'était la réduction de la précision. Donc, il y a des petits problèmes de stabilité éventuellement. Mais on a maintenant également ce que nous on appelle la mix précision, donc l'automatique mix précision même. C'est-à-dire que sur TensorFlow, PyTorch et MXNet, avec un peu entre, je crois que TensorFlow c'est l'export d'une variable d'environnement, PyTorch c'est peut-être 3 lignes de code, MXNet c'est peut-être 1 ou 2 lignes de code, on passe à l'utilisation de ces Tensor Core, sans rien changer d'autre. Et donc, nous on a observé qu'avec ça, on pouvait avoir des accélérations de à peu près 2 fois. 2 points, je crois que c'est 2.2. Donc, juste en ayant changé un tout petit peu, voire même pas du code, parce qu'une variable d'environnement, c'est même pas du code, on arrive à avoir une accélération en utilisant ces Tensor Core, sans perdre de précision. Et ça, c'est aussi la clé. Parce qu'on a quand même réduit la précision, mais à la fin, le réseau de neurones garde la même prédiction, le même taux de prédiction. D'accord ? L'autre chose, c'est que tous ces containers, on les met à jour tous les mois. Très régulièrement. Donc, en fait, dans le temps, avec le même GPU, avec le même système, vous allez voir une amélioration de performance. Là, on peut observer des améliorations de performance qui sont non négligeables, de quelques pourcents, de 10-20% en quelques mois. Et pourtant, vous avez gardé le même système. Vous avez juste mis à jour le framework.
et le container. Donc, je parlais tout à l'heure qu'il y avait pareil, le modèle avec le registre avec les modèles. On a différents modèles, ils sont pré-entraînés, ils sont également prévus pour l'inférence, optimisés avec TensorRT pour l'inférence. Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec TensorRT, mais c'est un moteur qui va, une fois que vous avez entraîné votre modèle, le spécialiser pour l'inférence en baissant la précision par exemple du modèle pour pouvoir avoir une meilleure latence pour les résultats et un meilleur débit, une meilleure quantité de prédiction à la seconde d'image. C'est pas forcément le domaine sur lequel, quand on est chercheur, on s'intéresse, parce qu'on est plutôt sur le trouver le réseau de neurones qui va résoudre un nouveau problème ou qui va permettre d'apprendre une nouvelle information. Mais quand on va commencer à industrialiser des solutions, ça devient primordial d'avoir ces réseaux de neurones optimisés pour l'inférence. Donc là c'est juste une petite vue, on pourra aller voir tout à l'heure sur le site web de NGC, sur l'interface. Il y a tout un tas de réseaux de neurones, donc il y a les ResNet, ça c'est assez classique, VGG, les GoogleNet, il y a également pour du NLP, GNMT, il y a Mask RCNN, des recommandeurs, etc. Donc il y a tout un tas de réseaux de neurones développés avec différents frameworks, donc TensorFlow, Café, différentes précisions, FP32, FP16, etc. Je vais passer cette partie-là. Donc, pour résumer sur NGC, donc, ce sont des containers et des modèles principalement, c'est ce qui va le plus vous intéresser probablement. C'est disponible sur tous les systèmes, ça fonctionne sur tous les systèmes. Vous avez juste à installer Docker et le driver du GPU. C'est aussi simple que ça. Et c'est aussi disponible dans le cloud. Est-ce qu'il y a des utilisateurs du cloud ici, par exemple? Que ce soit Azure, GCP, AWS, même OVH, ces containers sont supportés et testés sur ces systèmes. Sachant que, juste un point, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent les systèmes DGX, c'est les systèmes que NVIDIA assemble, on va dire, eux-mêmes, on les configure nous-mêmes, on choisit en gros on a choisi le meilleur équilibre CPU-GPU qu'on estimait. Et donc on optimise vraiment les containers pour ces solutions-là, mais si elles fonctionnent sur ces solutions, elles fonctionnent sur les autres serveurs, sur le cloud, qui sont quasiment basés sur la même chose. Je vais encore me répéter, mais donc NGC, c'est des containers, des modèles, les Helm charts si vous en avez besoin pour votre intégration, et les SDK spécifiques industrie, c'est-à-dire pour le medical imaging ou le smart city. Si vous voulez voir l'interface, on va aller le voir tout de suite, mais c'est sur ngc.nvidia.com. Également, comme de ressources très pratiques, il y a tout ce qui est developer.nvidia.com où on met en ligne toutes nos librairies, tous les outils que l'on met à disposition. Et une autre ressource dont je n'ai pas mentionné ici, c'est le devblog. Je ne sais pas si vous êtes familier avec, mais très régulièrement, plusieurs fois par semaine, on publie des posts sur notre blog avec différents outils, différentes technologies, différentes optimisations, différents travaux de recherche également. Donc je sais que dernièrement on a publié sur BERT, on a publié on publie régulièrement sur Rapids, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, il y a vraiment plein de sujets qui sont traités sur l'inférence, sur l'automobile également, sur l'embarqué, sur la voiture autonome, etc. Donc vraiment plein de sujets. Est-ce qu'il y a des questions sur NGC ? Ouais. Bah, en fait, donc, je vais revenir juste ici. Hop.
sur celui-ci. Donc en fait, quand vous travaillez sur votre système, je sais pas, vous avez votre workstation dans votre bureau, principalement, en général, on commence dans son bureau avec son ordinateur. Si vous utilisez ces containers, vous allez commencer à développer ou à utiliser votre réseau de neurones, à l'entraîner sur votre système avec ce container. Le truc qui va se passer, c'est que quand vous allez passer sur un serveur parce que vous allez vouloir commencer à faire un plus gros jeu de données qui va faire quelques terras ou voire éventuellement quelques pétas, maintenant ça se voit. Sur une workstation, c'est quand même pas faisable, ou en tout cas pas pratique. Et ben vous allez utiliser le même container sur vos serveurs. Et donc finalement, votre réseau de neurones va être le même, votre script avec TensorFlow ou PyTorch va être le même, donc tout va être identique. Donc en fait, vous n'allez pas avoir à vous demander, sur ce nouveau système, il faut que j'installe le framework, il faut que j'installe tout ce qui va, exactement les mêmes, parce que sinon, j'aurai pas les mêmes performances. Et puis, pour toutes les personnes qui font du DevOps, c'est également beaucoup plus facile, parce que, ou même les admin systèmes, par exemple, quand on commence à avoir des utilisateurs qui nous disent moi je voudrais PyTorch la dernière version, moi je voudrais celle d'avant, et puis l'autre il voudrait celle avec CUDA 9, et puis l'autre il voudrait celle avec CUDA 10, donc on commence à avoir on va dire un environnement assez exotique et très difficile à maintenir. Donc en fait le fait d'utiliser ces containers permet, parce qu'ils sont mis en ligne avec pour objectif d'avoir la meilleure performance. Donc, qui dit meilleure performance dit un environnement plutôt assez minimaliste. Donc, derrière, vous aurez simplement à rajouter vos bibliothèques Python nécessaires à votre algorithme, recréer le container éventuellement, et vous pouvez l'emmener sur n'importe quel système à partir du moment où vous avez Docker. Et vous avez votre environnement facilement déployable, et même avec Kubernetes, par exemple, si vous utilisez Kubernetes. Est-ce que ça répond à la question ? Plus ou moins. Ouais. Mmh. Alors, quand on... Ouais. Alors, la bascule du modèle entraîné à l'application en inférence se fait... Alors, principalement, donc, nous, ce qu'on conseille à NVIDIA, c'est TensorRT. J'en ai parlé brièvement juste avant. Parce que c'est l'outil qui permet d'optimiser le réseau pour l'inférence. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a à peu près deux écoles. Il y a l'école TensorFlow et les autres. TensorFlow, donc Google, a vu qu'on faisait un tellement bon travail avec TensorRT qu'ils se sont dit on va intégrer directement TensorRT dans la chaîne TensorFlow. Donc il y a ce qu'on appelle TensorFlow TensorRT, TFT-RT, pour pouvoir optimiser une fois le modèle entraîné, on l'exporte, on le dans ce qu'on appelle un TensorRT Engine, et on le spécialise, respécialise avec les données, en réduisant la précision. Donc typiquement, on va descendre à FP16, voire int8. Il y a des personnes qui vont descendre encore plus bas. TensorRT ne l'a pas encore intégré, mais j'ai vu des travaux l'autre jour de personnes qui essayaient de descendre à int1. Je ne suis pas encore sûr de tout à fait l'intérêt. Mais voilà, en fait, en baissant la précision. Et donc, TensorRT permet de le faire. Si on est sur PyTorch, MXNet et les autres, on va utiliser ce qu'on appelle ONNX. C'est-à-dire qu'on va demander à PyTorch d'exporter le modèle au format ONNX, et TensorRT va consommer ce format ONNX pour l'optimiser. Et donc après, on utilise l'API pour l'appeler à l'inférence dans le moment de productivité, dans le moment de production. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus ? Ouais. Ouais, il y en a qui vont être utilisables sur Jetson. C'est d'ailleurs assez récent, je crois que ça fait quelques mois maintenant qu'on le fait. Et il y a même maintenant pour ceux qui font donc par exemple des choses comme on a toute une nouvelle stack qui s'appelle EGX pour tout ce qui est Edge avec Jetson notamment, fait sous forme de container. Donc ça c'est tout à fait faisable.
Donc pour ceux qui ne sont pas familiers, Jetson, c'est la partie embarquée de NVIDIA. C'est-à-dire c'est des processeurs qui font 5 à 30 watts à peu près, avec un processeur CPU ARM et sur le même chip, une partie GPU, souvent assez petite au regard des GPU qu'on trouve discrets, qu'on trouve dans les serveurs ou dans les workstations, mais qui permet dans l'embarqué de faire des travaux déjà excellents sur la partie inférence notamment, dans les caméras intelligentes, dans les robots. Voilà, il y a tout un tas d'applications qui sont basées sur Jetson aujourd'hui. Les containers ici, alors je crois on commence à Pascal, mais j'en ai vu fonctionner sous un peu avant Kepler, Maxwell, mais généralement c'est à partir de Pascal. Donc c'est-à-dire si vous avez ça dans vos machines consumer, typiquement des GTX 10 génération 10, ou les Tesla ou Quadro qui commencent à génération P. Ouais. Parce que ce sont des serveurs. Et en fait, les V100 T4 sont typiquement les GPU qu'on va retrouver dans les serveurs, parce que ce sont des GPU avec moins passifs, donc juste des radiateurs. Donc il faut le refroidissement nécessaire pour les garder en température. C'est simplement c'est la raison pour laquelle on les retrouve principalement supportés dans cet environnement. Ouais, la P100 va y être. Après les P4, P40, P60, des choses comme ça, ça peut. Mais c'est vrai que je pense que ça ne sera pas en dessous en fait. Je crois que ça peut marcher sur les K80, mais c'est pas optimisé pour. D'autres questions? Ouais. Ouais. Exactement. En fait, ce sont des cœurs que l'on a rajoutés spécifiquement. Je cherche le slide. Que l'on a rajouté spécifiquement pour le deep learning. Parce que le deep learning, c'est principalement des opérations de tensor. Donc, l'idée, c'était de trouver un moyen d'accélérer l'entraînement des réseaux de neurones. Et donc, on a remarqué qu'en réduisant la précision légèrement, c'est-à-dire sur la partie multiplication, mais en gardant l'accumulation en 32 bits, on avait toujours un résultat qui correspondait à la fin en précision, en prédiction. Donc, on a créé ces unités de calcul spécifiques qui font la partie multiplication de matrice avec accumulation en 32. Alors, ça a commencé à partir de la génération Volta, donc c'est les V100, et c'est disponible également sur la génération Turing, la génération T. En fait, c'est une partie spécifique des unités de calcul, des multiprocesseurs GPU. Google a développé sa propre solution, nous on a développé la nôtre. Je pense que le nom est juste le choix de nom est juste c'est un hasard, mais dans le sens où c'est des opérations de tensor, donc c'est pour ça que probablement le mot est ressorti. Mais voilà, nous on a travaillé dans notre coin et Google a travaillé dans son coin. Bah, bon, je suis pas devin, mais pour l'instant, Nvidia continue d'investir dans ses processeurs. On l'a fait sur Volta, on l'a retrouvé sur Turing. Donc, a priori, c'est qu'il y a un avenir sur cette technologie-là et avec le GPU, en lien avec. Pour se rendre compte déjà de l'intérêt aussi de ça, on peut regarder tout ce qui est MLPerf. Je ne sais
sais pas si vous êtes familier avec les benchmarks de deep learning qui traitent de l'image, qui traitent du NLP, qui traitent du reinforcement learning et différents types de travaux en deep learning. Et si je ne me trompe pas, NVIDIA est quasiment le seul à avoir soumis à tous les benchmarks individuellement, que ce soit en inférence ou en entraînement, en démontrant que du coup, le fait d'avoir le GPU avec ces Tensor Core était la meilleure solution pour ça pour l'instant, en tout cas. Je ne dis pas de l'avenir, mais pour l'instant, en tout cas, c'est la meilleure solution. Que ce soit pour du traitement en computer vision, en NLP ou reinforcement learning et autres. Je vous propose de passer au sujet suivant, sinon je risque de durer toute la soirée sur celui-ci. Alors, donc Rapids, qui fait du machine learning avec des outils type scikit-learn, Panda, XGBoost, Dask. Il y a quelques mains qui se lèvent, d'accord, très bien. Donc, jusqu'à présent, NVIDIA, on était principalement focalisé sur la partie deep learning, parce que c'est ce qui se rapproche le plus du HPC, où NVIDIA était déjà assez fort avec CUDA. Et sauf que quand on regarde le marché de l'IA et de la data science, finalement le deep learning est, en termes de quantité de travail sur une part de marché, c'est à peu près 10 à 20%, là où le machine learning plus classique est autour de 80-90%. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une équipe en fait qui a rejoint NVIDIA il y a quelques temps, il y a un peu plus d'1 an et demi, en allant voir notre PDG et lui a dit en gros, Jensen, c'est très bien ce que tu fais pour le deep learning, mais bon, la grande majorité des utilisateurs ne font pas du deep learning, ils font du machine learning. Et cette équipe pensait pouvoir accélérer tous les traitements de machine learning, que ce soit l'ETL ou l'entraînement véritablement avec l'algorithme de machine learning sur le GPU. Et c'est la genèse vraiment de Rapids, en disant en plus, Jensen, tu dois le faire en open source. C'est bien tout ce que tu as fait en closed source avec les QDNN, etc. Mais si tu veux adresser vraiment la communauté machine learning, il faut le faire en open source. Donc voilà la genèse de Rapids. Donc Rapids, c'est la partie, comme je disais, ETL. C'est la partie entraînement de machine learning. Donc je vais détailler après tout ce qu'il y a derrière les QDF, QML. Également maintenant du Graph Analytics. L'idée, c'est que, étant basé sur Apache Arrow, ça s'intègre également avec du deep learning. Et puis tout ce qu'il y a besoin pour faire la visualisation. Ça permet ainsi de faire tout le cycle classique du machine learning, c'est-à-dire on prépare sa donnée, on l'entraîne, on visualise le résultat. Et on itère jusqu'à trouver le bon modèle, ou en tout cas les bons paramètres de notre modèle. Donc, une autre idée qu'a eue cette équipe, c'était que on ne va pas refaire une librairie encore que les personnes doivent réapprendre, se réapproprier. On va faire une librairie qui soit facile à intégrer pour ceux qui font déjà du machine learning. Donc ceux qui font déjà du machine learning, ils font déjà du scikit-learn, ils font déjà du Panda, ils font déjà du Dask, ils utilisent déjà tous ces outils. Donc l'idée, c'est la librairie qui fera de la préparation de données, QDF, il faut que ce soit un drop-in de Panda. C'est-à-dire qu'on a juste à remplacer notre import et en gros, ça fonctionne. La même chose pour QML. C'est-à-dire QML, c'est par rapport à scikit-learn. Vous êtes habitué à utiliser scikit-learn, le PCA, le KNN, peu importe. Que ce soit le même prototype de fonction. Donc en gros, vous remplacez votre import et hop, vous avez déjà cette accélération potentielle. La partie Graph Analytics, la partie QFilter, pour visualiser les résultats, c'est des ajouts qu'on a fait également à Rapids. Pourquoi on a utilisé Apache Arrow? Au tout départ, quand on voulait utiliser un outil, un des soucis, c'est que chaque outil avait sa représentation de données. Donc quand on voulait commencer à coupler 1, 2, 3 outils, il fallait transférer, ou convertir à chaque fois les formats de données. Apache Arrow est arrivé pour permettre à tous ces outils de s'intégrer et utiliser le même format de données. Et donc ensuite, toute collaboration
était beaucoup plus facile entre ces outils. Pour faire du Panda, pour faire l'utiliser avec d'autres outils comme Spark, etc. Comment on commence avec Rapids? Donc, c'est assez simple. Donc déjà, comme je disais, c'est open source. Donc tout est disponible sur GitHub. Tout est géré, même par NVIDIA, sur GitHub. C'est un GitHub qui est indépendant du GitHub classique NVIDIA. Il est dédié à Rapids. Il y a un site web également qui est dédié à Rapids. Il y a la doc aussi en ligne qui est sur Read the Doc, il me semble. Donc voilà, vous pouvez déjà avoir, et on encourage les contributions en plus externes, il y a tout un mécanisme pour le faire, comme sur les frameworks classiques. C'est également disponible sous forme de container sur NGC bien sûr, qu'on a vu tout de suite, mais également sur le Docker Hub classique. Et pour ceux qui sont plus adeptes des packages, des solutions de packaging classiques Python, c'est disponible sous format Conda. Ça fonctionne comme nos containers aussi bien sur une workstation, sur un serveur, que dans le cloud. Il me semble que dernièrement, on a même quelqu'un de chez nous qui a, s'il y a des gens ici qui participent à des Kaggle, des fois, on a fait il a mis en ligne sous forme de jeu de données, c'est un peu original, mais il a mis en ligne un script, un notebook spécifique pour Rapids. Donc, pour ceux que ça intéresse dans le cadre des Kaggle, c'est disponible. Bon, c'est assez simple à récupérer. Donc, je disais tout à l'heure, là c'est l'exemple avec Azure, j'ai l'exemple avec AWS dans le slide suivant, mais l'idée c'est qu'on crée sa machine virtuelle, on se connecte à cette machine virtuelle via SSH, assez classique, on fait le Docker, pull, Docker run, on a l'environnement, il n'y a plus qu'à démarrer notre Jupyter, et vous êtes dans un environnement une fois que vous démarrez votre navigateur Internet, vous êtes dans un environnement classique que vous connaissez, avec le Jupyter Notebook, etc. C'est en gros la même chose sur AWS, c'est la même chose sur OVH, c'est la même chose sur votre système à vous, parce que plutôt que de créer une instance, si vous êtes sur un serveur dans votre université ou dans votre entreprise ou sur votre workstation, vous allez faire le SSH et ça va fonctionner exactement pareil à partir du moment où vous avez le driver et le Docker installé. D'accord ? Donc, la partie data frame, ça c'est probablement ma slide préférée. Surtout quand on a eu notre PDG la présenter en keynote avec toutes les fautes d'orthographe et tous les choix de couleurs, etc. L'idée c'est que c'est un de ces ingénieurs de l'équipe Rapids pour motiver Jensen, notre CEO. Il a dit voilà à quoi ressemble sur la gauche une journée type d'un data scientist quand il doit faire son entraînement et préparer sa donnée notamment. Il y a toujours un moment où on oublie une feature, il y a toujours un moment où on n'a pas positionné nos données comme on voulait, il y a toujours quelque chose comme ça. Super, merci. Donc QDF est disponible sous deux formats, une librairie C++ pour être intégrée dans des applications un peu plus C++ classiques, des applications finales, je dirais, et toute la partie Python également, qui est finalement celle qui est la plus utilisée par les data scientists.
Deux exemples, quelques exemples, trois benchmarks que l'on a vus avec Pandas, que l'on a mesuré avec Pandas, donc comparé à Pandas. Donc c'est sur trois opérations, merge, sort et group by. Les speed-up que l'on a observés, les accélérations que l'on a observées sont assez drastiques parce que là l'échelle est logarithmique. Donc si on regarde le merge par exemple, on est à peu près à 400 fois quand on a 10 millions de lignes. Et finalement on passe à 800 en multipliant par 10, donc un x2 en termes de speed-up, mais on a multiplié par 10 le nombre de lignes. Donc finalement le GPU, ce qu'il apporte aussi, c'est qu'on peut augmenter véritablement les volumes de données sans perdre énormément de temps. J'ai eu le cas où j'ai des utilisateurs qui avaient des jeux de données sur lesquels ils ne travaillaient pas parce qu'ils étaient trop vastes, trop gros. C'était des terras, des centaines de terras. Il ne se sentait pas l'utiliser et grâce, en tout cas avec Rapids, il a pu commencer à faire des travaux dessus. Je n'ai pas dit qu'il les avait encore exploités véritablement en production, mais il a pu commencer à explorer ces jeux de données qui étaient beaucoup trop gros au départ. Un exemple, je vais le passer celui-là parce que c'est pas le plus intéressant. Voilà, c'est plus ça. Donc c'est juste des exemples classiques de QDF. Bon, DataFrame, c'est assez classique. On l'utilise exactement pareil que Pandas. Pour ceux qui ont l'habitude de voir du Pandas, vous ne devriez pas être perdu ici. Je vais vous montrer un autre exemple où on va comparer aussi tout à l'heure la partie QML entre ce qu'on ferait sur le CPU et ce qu'on ferait avec Rapids. D'autres fonctionnalités de QDF, je ne vais pas passer beaucoup plus de temps là-dessus, parce que je vois que le temps défile. De toute façon, je mettrai à disposition les slides, je pense, après. Donc, voilà, vous aurez le temps de les revoir plus tard. Il y a également un jeu de slides qui est disponible sur le site Rapids, qui est mis à jour avec chaque release. Donc n'hésitez pas, bon, il fait une centaine de slides, donc il y a vraiment beaucoup de contenu dedans, mais n'hésitez pas à aller y faire un tour. Sur la partie machine learning, différents algorithmes disponibles aujourd'hui. Le premier que l'on a porté était le gradient boosting, de XGBoost notamment, sur multi-GPU. Ça a été notre premier cas d'utilisation. Pourquoi? Parce que XGBoost, quand on a regardé, c'était finalement la solution la plus utilisée. Notamment avec tout ce qui était Kaggle et tout ça, donc on a pensé que c'était un bon benchmark en tout cas pour identifier les fonctions les plus utiles. Mais maintenant on en a développé de plus en plus, donc on a le Random Forest, le K-means, le PCA qui commence à être multi-GPU, et d'ici mars on va en avoir encore plus de multi-GPU multi-nœuds, donc voilà, et Rapids a même pas 1 an et demi. Donc on essaye de bouger assez vite. On a une équipe qui se démène très bien. Un cycle de release qui est à peu près de 6 semaines entre chaque release. On est rendu à 0.11. On pense avoir 0.13 pour mars. Donc voilà, ça avance très bien. Voilà l'exemple que je voulais vous montrer sur le PCA. Donc à gauche, vous avez ce que vous feriez traditionnellement avec scikit-learn pour l'entraînement. À droite, ce que vous écririez avec QML et l'utilisation de QDF. Donc, si vous regardez la première partie, c'est simplement l'import qui change, rien qui change autre. Dans le bloc suivant, il me semble qu'il n'y a pas de changement, si je ne m'abuse. Ensuite, on va utiliser QDF pour passer le data frame au format QDF à partir de Panda. Et l'appel du modèle pour l'entraînement est exactement le même. Voilà. Et là, vous êtes sur le GPU et vous avez un facteur, je pense, un petit peu plus de 10 fois. Ça, c'est fait, il me semble, sur Amazon. Voilà. Deuxième exemple, le KNN, K-Nearest Neighbors. Donc quasiment pareil. La seule différence ici, c'est qu'on a un appel pour donner le nombre de GPU, qui est tout en bas. Sinon, ça fonctionne de la même manière.
Donc vous voyez les changements, vraiment l'objectif ça a été de mimiquer au plus près les prototypes des fonctions de scikit-learn, de pandas, etc. Véritablement. Pour pas que les utilisateurs aient à réapprendre une nouvelle librairie et à se refamiliariser avec une nouvelle librairie. Bon, les training time, bon, je vais passer parce que... autre librairie que l'on a développée dernièrement, c'est QGraph. Ça a été ajouté il y a quelques releases, c'est vraiment assez récent. Donc plus sur la partie Graph Analytics. L'idée, c'est de faire la même chose qu'on a fait avec QML, QDF sur la partie Graph Analytics, tout en utilisant la même interface, la même format de données avec QDF. Ce qui va être intéressant, ça va être la partie véritablement algorithme. Donc ça, c'est les speed-up pareil. Donc je vais pas face à NetworkX. Je suis pas un grand familier avec le Graph Analytics, mais NetworkX, il me semble que c'est une des librairies de référence sur la partie Graph Analytics, en tout cas CPU. Donc voilà, les speed-up sont assez drastiques encore là. Et ce qui m'intéressait, c'était... Alors ça, c'est pareil pour montrer les speed-up. Voilà, les algorithmes aujourd'hui disponibles. C'est ce qui va parler le plus, probablement pour ceux qui font du Graph Analytics. Donc on a le PageRank, le Single Source Shortest Path, donc différents algos déjà optimisés sur un GPU. On commence à faire du multi-GPU. Et pareil, l'idée c'est que dans les prochaines versions de Rapids, on va commencer à faire du multi-nœud, multi-GPU d'ici à peu près 2 mois. Donc ça bouge assez vite. Un exemple avec XGBoost, donc comme je disais tout à l'heure, pourquoi on l'avait choisi, tout simplement parce que c'est la solution qui aussi amène les meilleurs résultats en général, pas à tous les problèmes, mais en général, en moyenne, c'est la solution qui amène les meilleurs résultats. Et donc on l'a utilisé avec Rapids, parce que donc XGBoost est celle qui apporte le meilleur performance, et Rapids pour la partie exploitation de la donnée, préparation de la donnée. Et donc ça, c'était sur un jeu de données qui fait 200 gigas, que l'on a exploité sur un serveur, notamment. Donc, ce qu'on voit là, c'est que la partie préparation de données a vraiment un gain. Plus on ajoute même de CPU, meilleurs sont les gains. Mais en ajoutant des GPU, on a également des gains assez énormes. Par contre, sur la partie entraînement d'algorithmes, l'ajout, ou en tout cas la multiplication des serveurs CPU n'apporte pas ou peu. En fait, il y a très peu de scaling à ce niveau-là. Et alors que le GPU a un vrai aussi gain, et en tout cas des performances qui permettent de changer la manière de travailler. Parce que quand on va lancer un entraînement, si on a la réponse dans ce cas-là, sur 200 gigas de données, si on a la réponse en, si je ne me trompe pas, 2 minutes 30, ça change la manière de travailler au lieu d'avoir la réponse en plusieurs, en 1 heure ou quelque chose comme ça. Donc comme je disais, il y a un site, rapids.ai. Allez-y, c'est dédié à la communauté d'utilisateurs, au machine learning, à la data science. C'est un petit problème de mise en page là, mais donc disponible sous GitHub, disponible sous Conda, NVIDIA GPU Cloud, Docker Hub. Vous pouvez le récupérer très facilement. Donc les sources classiques. Autre petite chose que je voulais aborder, c'est que maintenant ça fonctionne également avec Blazing SQL pour la partie SQL, Nucleo, StreamZ également. Et ça s'exécute et ça se déploie partout, donc dans les clouds, si vous êtes utilisateur de cloud, mais également sur vos systèmes comme tout à l'heure. Donc là, il y a les Google, etc. Donc il y a OVH également qui manque sur ce slide, qui devrait y être, qui est disponible. On encourage les contributions, donc tous ces projets sont plus ou moins liés parce qu'ils permettent l'accélération de ce que nous on propose sur GPU, de la stack machine learning, de la préparation de données, grâce à Apache Arrow avec Rapids. Dask permet la parallélisation de tout ça, sur du multi-GPU, sur du multi-nœud.
Et l'origine de tous ces projets vient de la GPU Open Analytics Initiative, qui n'était même pas créée par NVIDIA, qui a été créée par les personnes de H2O, de OmniSci, de BlazingDB, Blazing SQL maintenant, tous ces gens-là, en fait, justement par rapport au problème que je mentionnais au tout départ, qui faisait que chacun avait son format de données pour manipuler, pour traiter celle de la donnée. Et dès qu'on voulait multiplier les outils, ça multipliait les formats de données et ça créait une certaine dissonance, une certaine, ça créait des problèmes, ça faisait perdre de la performance. Et donc là, GPU Open Analytics était à l'origine de ce qui arrivait avec Rapids et les autres outils. Voilà. Donc, voilà, je vais passer. Et puis une dernière chose. Alors, je pense que certains ont vu ce dessin auparavant. L'idée, c'était au départ, il y a quelques temps, c'était plutôt sur le compiling. Et maintenant, c'est sur l'entraînement où on passe du temps. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? J'avais visé 20 heures, je suis pas mal. S'il y a des questions, et puisqu'il n'y a plus qu'un seul micro, je propose, Jean-Charles, que tu répètes la question, comme on est enregistré. Tout à fait. Voilà. Alors, Keras avec TensorFlow en back-end. Alors, donc, est-ce qu'on peut intégrer des modèles Keras sur Rapids? Alors, presque. Parce que donc nous, on a donc Rapids avec les autres. Si je reviens en arrière, on a donc développé donc QDF, donc le format basé sur Apache Arrow. Et ici, on voit les frameworks de deep learning dans la 4e case verte. Pourquoi il n'y a pas TensorFlow? On a soumis un patch, on est en attente. Et c'est là où je disais qu'en fonction des frameworks, il y avait plus ou moins de traction, plus ou moins de volontariat à intégrer les patchs. Le patch est basé sur ce qu'on appelle le DL-Pack, qui permettrait justement d'avoir, grâce à Apache Arrow, ce format en commun pour tous les outils. Donc c'est pour ça que je dis presque. C'est en cours, on est en attente. On a envie que ça aille plus vite. D'ailleurs, je vous invite à voter pour ce patch en ligne. Je pourrais vous envoyer le lien si vous voulez. Ouais. En gros, le postulat de départ, c'est que la plupart des bibliothèques qui sont disponibles comme Pandas ou Scikit-learn, c'est des bibliothèques qui se basent sur les calculs CPU, c'est ça? Alors, donc, la question, c'était les bibliothèques comme Pandas, Scikit-learn sont CPU. Aujourd'hui, oui. Peut-être qu'un jour ça changera, mais en tout cas aujourd'hui, oui. On travaille d'ailleurs régulièrement avec l'INRIA pour Scikit-learn, par exemple. Mais ce sont des bibliothèques CPU aujourd'hui. Donc, ce qui crée ces cycles des fois un peu longs sur la partie préparation de données, sur la partie entraînement. Et donc, par contre, ce sont les outils les plus utilisés dans la nature pour les data scientists qui font du machine learning. Plus classique, donc pas du deep learning, mais du machine learning plus classique. Donc c'est pour ça qu'on s'est attelé à se rapprocher le plus possible de ces prototypes, de ces fonctions, pour les accélérer sur GPU. C'est ça, pour fournir une alternative basée sur les GPU, et en plus fournir une accélération de du schéma classique de travail. Oui. Alors, est-ce qu'il faut forcément un GPU NVIDIA pour utiliser Rapids? Aujourd'hui, oui. Pourquoi pas plus tard d'autres GPU ou d'autres accélérateurs, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une opportunité pour des personnes qui souhaiteraient le porter. Mais bon, aujourd'hui le projet est porté par NVIDIA. On encourage d'ailleurs, comme je disais, les contributions externes, mais le projet est porté par NVIDIA, donc forcément les GPU NVIDIA sont la principale source d'accélération. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais.
Alors, est-ce qu'avec Dataiku, en gros, on pourrait tirer parti du GPU, peut-être de rapide? C'est ça la question. En remplaçant scikit-learn par tout ce qu'on a vu. Alors, j'ai eu cette question il n'y a pas si longtemps. On est en contact avec Dataiku, c'est pas encore, c'est pas quelque chose qui est disponible encore. Pas d'autres questions? Ben, je vous remercie.